Donc, l'enregistrement est parti. Vous me dites quand il y a des appels parce que ça coupe au niveau des appels. On utilise la meilleure caméra dans le téléphone pour essayer d'avoir une qualité plus ou moins potable pour les gens qui regardent. C'est plus sympathique. Avec l'aide de Dieu. Donc, ça y est, on est à Natania. Ok, Baruch Hashem. Avec l'équipe des tireurs d'élite, on est le 15 janvier, Baruch Hashem 2019. Bonne année tout le monde. C'est vrai parce que ça fait un moment que les gens m'ont pas vu sur internet, vu que j'ai plus le temps du tout. Je suis dépassé par les événements. Baruch Hashem, bonjour. Voilà, donc bonjour tout le monde. Bonjour. Ça c'est bien, Baruch Hashem, ça fait plaisir. Voilà, pour ceux qui se préparent à manger chez La Sova, d'accord, que vous soyez bien rassasiés. D'accord, avec l'aide de Dieu, qui est la bracha, Bezrat Hashem. Alors c'est important, hein. On va commencer avec une petite notion avant de passer à la question du jour, s'il y en a une. On peut parler aussi de la paracha de la manne. Aujourd'hui, on est le mardi de la paracha Béchalach. Il y a une ségoula pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Dans la paracha de la semaine, pour la première fois, on a la manne qui tombe du ciel. C'est une ségoula de lire le passage. Vous allez sur Internet, les sites de Torah, etc., Torah Box, etc., okay, ou le Jardin de la Torah et plein d'autres sites. Et vous trouverez le passage en hébreu, en phonétique, en français, comme il faut. Vous le lisez avec la traduction aujourd'hui. Et c'est une ségoula, donc c'est une prière circonstancielle aujourd'hui pour avoir une bonne parnassa. Une bonne parnassa, c'est une bonne subsistance dans ce monde. Une subsistance dans ce monde, c'est pas que l'argent. C'est aussi la tranquillité d'esprit. C'est aussi le shlom bayit. C'est aussi la tranquillité d'esprit et le nachat ruach, le plaisir. La tranquillité d'esprit avec ses enfants. Nos enfants nous ramènent du plaisir à la maison. On est fiers d'eux, on est content. Ils nous ramènent pas du souci. Ils nous ramènent Baruch Hashem, que des bonnes nouvelles. Ils travaillent bien à l'école. Oui, ils sont gentils. Ils écoutent leur père, ils écoutent leur mère. Ils font pas de bêtises, ils ont des bonnes fréquentations. Ça aussi, ça fait partie de la parnassa. Donc dans la parnassa, c'est Akadosh Baruch qui chez Mefarnes. Il donne. Après nous, par rapport à nos choix, on décide de prendre le bien ou de prendre le mal. Mais c'est nos choix qui vont établir, d'accord, le chemin qui nous attend devant nous. Donc c'est une bonne chose. Donc ces goulottes-là, comme celle d'aujourd'hui, c'est très bien de les faire. Toutes ces prières-là, c'est bien de les faire, mais il faut se mettre sur un bon chemin. Un chemin de Torah, mais un vrai. Parce qu'à Kippour, il y a un point qui est extrêmement important. On dit à Dieu, on lui demande de nous pardonner. Au moment de faire les Tachanonim à Kippour, on lui dit pardonne-nous d'avoir fait notre Torah à nous et pas ta Torah à toi. Chachamim nous rapporte qu'il y a deux types de Torah, la Torah de Esav et la Torah de Yaakov. La Torah de Yaakov, c'était un gamin à l'époque, quand leur père Yitzhak leur enseignait la Torah, il ne comprenait pas bien, il passait ses jours et ses nuits à essayer de comprendre ce que son père lui enseignait. Et il essayait de comprendre pour faire plaisir à Dieu, pas pour faire plaisir à son père, pour faire plaisir à Dieu, que pour faire la Torah, pour comprendre comment la faire. Et savent tout ce qu'il faisait, c'était pour bien se faire voir par son père et obtenir ce qu'il voulait sur le plan matériel. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si toi-même tu es religieux, tu as une barbe, tu as une kippa, tu es religieux, tu pratiques Torah mitzvot, tu manges la méhadrine, mina méhadrine, ta viande, tu la manges avec 4 coups de tampon. Comme à Purim, hein. À Purim, le repas qu'ils ont fait qui a duré 6 mois avec Achashverosh, sur chaque bouteille de vin, il y avait 2 tampons, 2 bouchons, 2 scellés. Et c'est Mordechai en personne qui est venu, qui a été Mashgar Kashrut. Ils ont mangé la méhadrine, mina méhadrine. Et pourtant, ils ont fait Avodazara. Parce qu'ils cherchaient le confort et la paix matérielle, uniquement. Et pas la paix spirituelle. Malheureusement. Ce qui veut dire, tu peux te dire, tu es religieux, etc. Mais tu es dans la Torah de Esav à partir du moment où tu ne cherches que ton confort matériel. Où tant, toi, tu te réveilles sur la ségoula de la manne. Attention, mardi, paracha Béchalach, je vais dire la paracha de la manne. Pourquoi? Pour avoir une bonne parnassa. J'ai besoin d'argent. J'ai des dettes à payer. Je veux une belle maison. Je veux des vacances. Je veux aller à New York. Je veux aller voyager. Je veux kiffer. D'accord? C'est pas la Torah de Dieu que tu es en train de faire. C'est ta Torah à toi. C'est comme toi, c'est en train de t'arranger. Et comme ça, tu peux te retrouver religieux et te retrouver à travailler dans des domaines illégaux et à voler les gens. Sans même le savoir ou en le sachant. Ça veut rien dire. La Torah, c'est pas à vitesse variable. C'est tu prends le Shulchan Aruch et tu le fais jusqu'au bout comme il faut. Vous comprenez? De A jusqu'à Z. Comment tu gagnes ta vie, comment tu travailles, d'accord? Si tu es honnête, si tu voles pas tes clients. Dans quel genre de société tu travailles? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Comment tu parles avec ta femme, tes enfants? Il faut bien se comporter avec sa femme et ses enfants. Bien leur parler.
Après, Baruch Hashem, si le reste suit, tu mets les tefilines, tu manges cachère, tu fais tes tfilotes, etc., t'es au top. Tu prends du temps pour étudier, t'es au top. Si ta priorité, c'est l'éducation de tes enfants et le temps de qualité que tu as avec ta femme et tes enfants, parce que j'ai que des hommes ici, et pour les femmes, avec leur mari et leurs enfants, si c'est votre priorité dans la vie, au-delà de l'argent et du matériel, pas la rivière de diamants et pas la montre Rolex ou je sais pas, la Audemars Piguet ou je sais pas quoi encore comme bêtise de montre qui coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. D'accord? Ben, tout simplement, si vous faites tout ça, avec l'aide de Dieu, eh ben, vous avez le nachat à la maison et vous avez le bon exemple. Essayez de comprendre. Je vais vous donner un exemple concret. On a un père de famille. Il veut éduquer ses enfants sur le chemin de la religion. Et de leur dire, tu dois donner un bon exemple. Après, le père, un beau jour, il se réveille, il voit son fils, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est le vélo électrique, hein, mais attention, hein, pas le 60 watts ou le 200 watts, je sais pas c'est quoi, le vélo avec les grosses roues, la grosse batterie, le gros truc. On dirait des Harley Davidson, ces vélos électriques. David, il connaît. D'accord? Bon, alors David, il connaît. Ah, t'as le gros vélo? Bon. Bon, bah au Hachem. Bon, Kodem Kol, d'abord, Mazel Tov pour David et pour sa femme. Ils ont eu une petite fille cette semaine. Voilà, alors c'est pour... Voilà, Baruch Hashem. Donc, Baruch Hashem, il a une petite fille cette semaine. Donc, une fois chez Emma pour ta maman et la petite. Que vous ayez beaucoup de nachat, que vous ayez le mérite de la voir sur le chemin de la Torah. La Torah, la Choupa, le Maasim Tovim. Le Rabbi de Lubavitch, il a écrit là-dessus que c'était important de faire cette bracha aux filles. En général, c'est une bracha qu'on fait aux garçons au moment de la Brit Mila. Que l'on ait le mérite de faire entrer le garçon dans l'alliance de Avraham Avinu. D'accord? Et de la même façon qu'on lui fait la Brit Mila et on le fait rentrer dans l'alliance d'Avraham Avinu, qu'on ait le mérite de le faire grandir dans la Torah. D'accord? Qu'on le marie et qu'il agisse bien. Donc, qu'on lui enseigne la Torah, qu'il ait une vie de Torah, pour qu'il puisse se marier et bien agir avec sa femme et ses enfants. Regardez, la Torah, la choupa ou le maasim tovim. On dit une fille aussi, il faut lui faire ça, mais on pose une question, on dit, mais la Torah, c'est la bar mitzvah, il monte à la Torah, la fille, jamais elle monte à la Torah. T'as déjà vu une femme, elle monte à la Torah, elle fait la bracha? Chez les réformistes peut-être, mais chez nous, ça n'existe pas normalement. Alors c'est quoi cette histoire? On dit non, le jour de son mariage, quand le khatan, il va monter à la Torah, il va acquitter sa femme. Mais même avant cela, quand un papa il a une petite fille, qu'est-ce qu'il doit faire le papa pour nommer sa fille? Il monte à la Torah, il demande une bracha pour sa femme et sa fille, et donner le nom à sa fille. D'accord? Tu l'as fait ou pas encore? C'est important. Les femmes dont les pères ne l'ont pas fait, si elles sont mariées, elles doivent demander à leur mari de le faire. Si elles ne sont pas mariées et qu'elles n'ont plus leur père, elles doivent demander à un rabbin ou à un homme de le faire pour elles, qui monte à la Torah et les nommer. C'est très important. Il y a des femmes qui ont leur mazal qui sont bloquées parce que personne n'est monté à la Torah pour les nommer à leur naissance. Et personne ne l'a jamais fait. Maintenant, une femme à qui on est monté déjà à la Torah et qu'on a demandé une bracha à la Torah avec son prénom, ça suffit. C'est comme sa nomination. D'accord? C'est important. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, Baruch Hashem, que le papa, il monte à la Torah. Quand tu montes à la Torah, t'acquittes ta femme et t'acquittes ta fille à chaque fois que tu montes à la Torah. Quand tu montes à la Torah, tu montes pas que pour toi. Tes enfants, tes garçons, avant qu'ils soient bar mitzvah, quand tu montes à la Torah, ils montent avec toi à la Torah. D'ailleurs, tu vas voir qu'il y a beaucoup de papas dans les milieux religieux, quand ils montent à la Torah, ils ont un garçon avec eux qui n'est pas bar mitzvah, ils disent à leur fils, viens avec moi. Un papa, il va faire la bracha, tu viens avec moi, pour habituer l'enfant, mais en même temps parce que le père sait que quand il monte à la Torah, il monte pour sa femme et ses enfants. Donc, quand on dit la Torah pour une petite fille, c'est que le père monte à la Torah en pensant à sa femme et à ses gosses. C'est ton cas, d'accord? Bezrat Hashem, mais après, quand elle va se marier, que le khatan, quand il monte à la Torah, à chaque fois, il aura une pensée pour sa femme. Et il va acquitter sa femme. Donc, nous, quand on monte à la Torah, il faut qu'on ait une pensée d'acquitter. Bien sûr, bien sûr. Ta femme, elle fait la mitzvah avec toi quand tu montes à la Torah. Alors, les brachot que tu fais, on rapporte c'est très important. Et le rabbi, justement, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, alors les Chabad que ça énerve quand je dis Zecher Tzadik Kadosh Livracha, j'ai envie de leur dire tout simplement qu'on apprend la notion de Zatzal de Noach dans le Midrash. Noach, de son vivant, on l'appelait Zatzal. D'accord? Zecher Tzadik Livracha. D'accord? Tout simplement. Donc c'est juste pour dire, tout simplement, que c'est important quand on parle d'un tzaddik de rappeler que son souvenir nous rapporte la bracha. Et c'est le cas du rabbi, au Hachem. Son souvenir nous rapporte la bracha. Il a amené la bracha quand il était encore avec nous, Bezrat Hashem. Maintenant, il est toujours avec nous à travers ses enseignements. Donc le tzaddik, même après sa mort, il s'appelle vivant à travers ses enseignements. D'accord? Et Baruch Hashem, donc on voit que c'est important de dire Zatzal. C'est très important. Surtout quand on parle de tzaddikim,
comme le Rabbi Lubavitch ou le Rav Shach. J'ai fait exprès de dire les deux dans la même phrase, c'est exprès. Baruch Hashem, pour ceux qui comprennent, ils comprendront. Baruch Hashem, tous les tzadikim, on les aime. C'est ça la beauté quand on est séfarade. On aime tout le monde. Baruch Hashem, que tout le monde apprenne de nous. Voilà. Alors maintenant, on continue. Bezrat Hashem, Lulu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement par rapport à ça, hein, le point ici qui est très important, très très important. C'est quoi? C'est qu'on voit que justement une fille, donc la Torah, la choupa, son mariage, Maasim Tovim aussi. La même chose. D'accord? C'est important de lui faire cette bracha-là pour tous les petits points que je viens d'expliquer. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit, toi, tu veux éduquer, on reprend le père, qui veut éduquer son enfant dans une vie de Torah. Maintenant, le père, lui, il vient de faire 53 ans, 54 ans, 55 ans, 56 ans, 60 ans. Ils sont un peu vieux. Et c'est des âges auxquels on a un peu peur de, tu vois, où il fait la quarantaine. Quarantaine, il n'est pas très bien, la crise de la quarantaine. Oui, il prend un peu du bidon, quand il mange, il grossit un peu plus vite que prévu. Il a perdu un peu ses cheveux, il est plus comme à ses 20 ans. Il n'arrive plus à courir comme avant et à faire du sport quand il avait 15 ans. Il a une crise, il va dans les magasins, le père il veut se rajeunir un peu, il va mettre les mêmes costumes que son fils. Il va mettre les costumes cintrés, les petites vestes beau gosse, il s'habille à la mode. Oui. Et il dit à son gosse d'un seul coup, mais tu sais mon fils, il faut prier Dieu, etc. Le gosse, il dit, mais papa, toi ta priorité, ça a été d'aller dans les magasins t'acheter des vêtements. Quand tu es rentré à la maison, tu nous as parlé de tes vêtements et ce que tu as fait. C'est-à-dire même quand le père il a le droit de s'habiller maintenant, hein. J'ai pas dit qu'il s'habille pas. Et j'ai pas dit qu'il doit s'habiller comme un clochard. J'ai pas dit ça non plus. Regardez-moi, j'ai mis des écharpes. Regardez la cravate. Hein ou pas? Bon, Burberry, c'est pas de chez vous, mais pas de procès. Hein. Voilà, Baruch Hashem, ça vient de Chine. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, je sais même pas si c'est Burberry ça. Alors maintenant, pas la marque, mais le style. Alors, parce que avant que j'ai des cravates Burberry, moi. Alors, c'est 20 shekels. À ceux qui achètent les cravates Burberry, voilà, 20 shekels les mecs. Alors maintenant, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que le point qui est important, c'est que quand tu viens et que tu fais quelque chose, de ne pas montrer que c'est de montrer à tes enfants c'est quoi la priorité, même dans ta façon de parler avec ta femme, et les choix de discussion que tu vas avoir à la maison vont avoir une influence sur tes gosses, parce que les gosses, ils vont toujours utiliser les informations dans le sens qui les arrange. Donc il y a un contrôle de ce qu'on dit à la maison qui doit être permanent. Tu comprends? Parce qu'après, quand tu as un enfant qui va te dire « Papa, mes oreillettes, elles marchent plus, je veux encore d'autres oreillettes. Mais je veux pas les oreillettes à 200 shekels, hein. Je veux les oreillettes à 1000 ou 2000 shekels. » Parce que ça existe, hein. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y en a même à 50 000, et 60 000, et 100 000 shekels des oreillettes. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit tout simplement? Le père, il va dire « Mais pourquoi tu es aussi matérialiste que ça ?» Il va dire « Mais toi, quand tu as voulu t'acheter, regarde, tes chaussures, quand tu vas t'acheter tes chaussures, tu kiffes quand tu as acheté ta dernière paire de Jordan Andin pour Shabbat, tu kiffes quand ça existe les Jordan Andin pour Shabbat, hein, je dis ça comme ça. Ok? Ça existe vraiment, pour ceux qui connaissent vraiment. Voilà. Mais tes baskets, tes chaussures, trucs, comment tu t'habilles, c'est important pour toi. D'accord? Alors que si les enfants voient leur père qui est propre sur lui, il s'habille bien, d'accord? Qui est beau gosse, un peu comme moi, Baruch Hashem, rabbin beau gosse, c'est un de mes surnoms. Ils ont tous un sourire, mais vous croyez pas, mais bon, c'est pas grave, ils sourient tous. Ça veut dire quoi? C'est pas crédible quand je dis ça? Je suis pas beau gosse? Ils y croient. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit tout simplement quoi? Ils voient que tu prêtes pas une attention particulière à ta façon de t'habiller. Tu comprends ce que je veux te dire? Que t'es pas comme un ouf. Que tu vas pas devant ton miroir 10 fois, ou que pour arranger ta mèche 930, t'es pas sur ton miroir 4 fois. Qu'à la fin, ta femme, quand elle attrape ton fils devant le miroir, il dit « T'es tout le temps devant le miroir !» Il va dire « Mais aussi papa !» Et aussi toi, maman. Bon, maman, c'est ta mère. C'est une femme, t'es un homme. Oui ou non? Mais comment les parents se comportent, ils doivent faire attention devant leurs enfants. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que Dieu a inventé la notion de la chambre parentale. Et c'est une des raisons pour laquelle les enfants ne rentrent pas dans la chambre de leurs parents normalement. Pour que les parents, dans leur chambre, puissent un peu aussi, en dehors du fait de dormir, etc., se regarder, s'occuper d'eux comme ils en ont envie. Mais devant leurs enfants, on a une obligation de faire attention à notre façon de nous tenir et de parler. Sans se rendre compte. T'éduques pas tes enfants dans les moments où tu discutes avec eux quand il y a un problème. T'éduques pas tes enfants uniquement autour de la table Shabbat quand tu vas leur faire un Dvar Torah. Tu éduques tes enfants par l'exemplarité que tu apportes, la façon de te comporter, de parler, de quoi tu parles.
Si tu rentres à la maison et tu vas parler des factures et comment tu vas faire et les vacances et l'argent et combien tu as gagné, ceci et cela, mais ne sois pas étonné après si ton fils, au lieu de te parler de Gemara, d'Alacha, de Torah ou de ses études, il va te parler que d'oseille, il va te dire moi aussi je veux sortir, je veux bosser, je veux aller dans un call center, je veux, parce que c'est ce que tu fais toi avec tes potes. Oui. Après on a les mauvais pères. Alors les mauvais pères, ils fument de la drogue avec leur fils, ils vont jouer au poker avec leur fils. Ça c'est des mauvais pères. D'accord? Pour ceux qui nous regardent, sachez que vous êtes des mauvais pères si vous faites ça. Voilà, que ce soit clair. On a un rôle vis-à-vis de nos enfants. Vous comprenez? Donc, par rapport à ça, et ce qui est très très important, Bezrat Hashem, c'est d'arriver à comprendre quelle dynamique on doit avoir. Donc, au-delà de la ségoula d'aujourd'hui, c'est bien la ségoula d'aujourd'hui, elle est magnifique. Il faut la faire. Mais, tu dois te mettre dans une dynamique qui va être en conséquence. Tu ne peux pas te souvenir aujourd'hui de la ségoula pour la parnassa, te mettre une kippa et une barbe, travailler 10 heures par jour et travailler dans un bureau d'escroc où tu vas voler les gens. Ça, tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Ça marche pas. Dans le ciel, c'est pas ça. Dieu, il accepte pas. D'ailleurs, dans la Gemara, on nous dit que si tu vois un mécréant, parce qu'un homme pareil, même religieux pratiquant, à partir du moment où il vole, c'est un mécréant aux yeux de Dieu. La halakha, soit tu la fais comme il faut, soit tu la fais pas. Donc, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Il se passe tout simplement, tu peux pas faire une chose pareille. Si tu vois un mécréant à qui tout réussit, sache que c'est pour son mal, pour pas qu'il ressente le besoin de faire tes chouvas. Et si tu vois un tzaddik qui est dans l'épreuve, sache que c'est pour son bien. À chaque fois que j'ai eu des épreuves, je me suis dit c'est pour mon bien. Et à chaque fois, je m'en suis sorti. À chaque fois que j'ai eu des épreuves, je me suis dit ah, le bon Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Ça s'est jamais arrangé. Alors vous allez me dire c'est psychosomatique, mais il y a des points, c'est même pas toi. Ça te dépasse. Quand c'est des problèmes de santé, quand c'est d'autres problèmes, quand c'est des... Il y a une ashgacha pratique que plus on y croit, et on ne devient pas paranoïaque, et plus on le vit réellement. Moi, je vais vous donner des exemples concrets. D'accord? Récemment, j'avais besoin de chaussures pour les orphelins, dans les orphelinats. D'accord? Les foyers dont je m'occupe. J'ai une trentaine de gosses qui n'avaient pas de chaussures. Je suis parti voir une grande société en Israël qui s'appelle Adidas. On va balancer tous les noms, moi je m'en fous. D'accord? Ils m'ont promis un prix. Le jour où j'arrive pour prendre la commande, ils me disent qu'il y a une panne dans l'ordinateur. Ils me font le prix normal. Que je vous explique, hein, la paire de baskets, ils devaient la faire à 170 shekels au lieu de 500 shekels pour les Ultra Boost et compagnie. D'accord? Ou les gazelles pour les filles à 350 shekels, ils devaient les faire 170 shekels. Il me dit paye le prix normal, on te remboursera après. Je dis on fait rien du tout. Et j'ai cherché. Il y a un magasin dans Rehov HaMelacha, le magasin Platine. C'est des Neshamot. Je leur ai parlé de mon problème. Ils m'ont débrouillé les chaussures à 170 shekels. Nike, Adidas, etc. Je vais aller normalement demain, Bezrat Hashem, il y aura un petit certon pour montrer, avec l'aide de Dieu, les chaussures qu'on distribue aux gamins. Quand je leur ai dit j'ai besoin pour 30 gosses, ils m'ont dit que Vodarav, toute l'année. T'as combien d'enfants? 3000, on est là. 3000, on est là. Toutes les chaussures que t'as besoin, t'es là. D'accord? Et je peux vous assurer, ils m'ont ramené des Air Max, dernier modèle, des Under Armour. Moi, je connaissais pas les chaussures. Hein. Des Under Armour, dernier modèle, des trucs de fou. Des chaussures, tu vois dans le magasin, elles sont à 800 shekels, 500 shekels, etc. Ils m'ont dit 170 shekels. Ah, du coup, je les prends chez vous. Hein? Non, non, Chazou Shalom. Ça va pas, non? Ça va pas, c'est pour les orphelins. Il n'y a pas de trucs comme ça. Tout ce que j'essaye de vous expliquer, c'est justement ce que j'essaye de te dire quand tu es droit avec Akadosh Baruch Hu. Tu es droit. Tu es droit avec Dieu. Tu es droit avec les... Tu es droit avec les hommes, tu es droit avec tout le monde. Baruch Hashem. Akadosh Baruch Hu, il t'envoie la bracha. Il y a encore de cela, c'était à Hanouka. C'était il y a combien de temps, Hanouka? Hein? Un mois et demi. J'avais besoin d'une trentaine de paires. À la finale, les types, ils m'ont débrouillé 400 paires. Baruch Hashem. Et j'ai eu les donateurs qui ont suivi. Alors celui-là, il a pris 20 paires. L'autre, il a pris 5 paires. L'autre, il a pris une paire. L'autre, il a pris... Tout est rentré. Et tout seul. C'est-à-dire, les gens ne me connaissent pas en France. Ils ne me voient pas dans les synagogues tourner, demander des dons. Même à Natania, vous m'avez déjà vu tourner, demander des dons? Nulle part. Les synagogues m'appellent. À Eilat, ils veulent que je vienne pour Parashat Yitro. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Et ils me disent, venez, vous faites un appel de dons. Je ne vais jamais. Et Baruch Hashem, c'est des choses que, pour les orphelins, pour la misva, l'argent rentre tout seul. Et quand moi j'ai besoin sur le plan personnel, dans mon travail, j'ai un cabinet de médiation aujourd'hui, d'avocats. D'accord? Je suis au fur et à mesure en train de
d'arrêter le Beddin de Natania pour m'occuper, me concentrer sur le cabinet de médiation, pour aider un maximum de gens, pour les aider à faire la paix entre eux, Bezrat Hashem, ou à régler des problèmes des différents d'argent ici, à Natania, entre les gens, ou partout en Israël, Baruch Hashem, et un cabinet d'avocats aussi, avec des avocats qui travaillent pour moi, et avec moi, Baruch Hashem, et on est en train de mettre des choses en place où il y a beaucoup de gens qu'on aide gratuitement parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou à petit prix, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Et à chaque fois, hier j'étais au Beddin avec 2 couples. À la fin, il y en a un seul couple qui m'a donné 50 shekels. L'autre couple, je ne sais pas s'ils vont payer, ils ne vont pas payer. D'accord? Dans le cadre d'une médiation, etc. S'ils payent. S'ils ne payent pas, c'est pas grave. S'ils payent, tant mieux. Mais ce que je vous dis, c'est que tu passes une journée. Normalement, tu devrais être payé. Je le fais gratuitement. Baruch Hashem. D'accord? Parce que je suis allé là-bas en qualité de médiateur, dans le cadre d'une médiation. D'accord? Et ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, à la fin de la journée, tout simplement, il y a une autre personne qui est venue au bureau et qui avait besoin de faire des contrats, des testaments. D'accord? Quand il m'a demandé les tarifs au bureau avec l'avocat qui était là-bas sur place, on lui a annoncé des tarifs, c'est tellement peu cher, il était tellement content qu'il s'est senti obligé de donner 10 000 shekels. Comme ça. Tu comprends pas. Tu as quelqu'un en face de toi, il te dit combien je vous dois. On lui dit monsieur, 800 shekels pour le document, 1000 shekels pour le document. D'accord? Et lui, il me dit mais non, vraiment, c'est vraiment pas cher. Vous avez pris le temps, vous m'avez écouté, c'est vraiment gentil, votre arabe. D'accord? En plus, je sais ce que vous faites de bien, etc. Tenez, je veux pour vous, pour votre cabinet, pour votre poche à vous, 10 000 shekels. Et c'est des histoires tous les jours comme ça. C'est-à-dire, Baruch Hashem. Quand tu es droit, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie. Quand tu es tordu, tu peux monter, descendre. Tu vas faire beaucoup d'argent, tu vas avoir beaucoup de frais. C'est vraiment pas compliqué. D'accord? C'est vraiment pas compliqué. Aujourd'hui, il y a des formations professionnelles qui sont simples. Je ne vais même pas rentrer dans le détail. De certains domaines, cabinet de gestion, cabinet d'assurance, des choses comme ça. Il y a des diplômes, il suffit d'avoir bac+2. Et après, tu as des stages. Tu peux même faire tes stages via Internet. Après, tu dois juste aller passer un diplôme. Passer l'examen. Tu as l'examen, il y a 2 examens. C'est 300 heures de formation que tu peux faire sur Internet. Tu as ces 300 heures, tu peux être courtier en assurance et conseiller en gestion. Et reconnu par l'AMF. Pourquoi les gens ne le font pas? Pourquoi ils montent des business tordus à Natania? Vous pouvez m'expliquer? Pourquoi il y a un Chilul Hashem à travers le monde? Car aujourd'hui on dit les escrocs ils sont en Israël, c'est plus la Terre Sainte. Pourquoi il y a autant de Chilul Hashem? Alors que c'est 300 heures de formation, c'est ta bac+2. T'as pas bac+2, trouve quelqu'un dans ta boîte qui a bac+2, va passer tes diplômes. Et après tu te mets régie d'une véritable banque. Vous savez combien ici je leur ai fait ça? Ils sont devenus fous. Qu'aujourd'hui leurs clients, ils les envoient à la HSBC. Le client, il ouvre un compte en personnel, il va à la banque de son quartier, il a un banquier en face de lui qui lui explique sa gestion, il gagne plus d'argent. Parce qu'ils n'ont pas obligé de changer de site internet tous les 3 mois. Ils ne sont pas obligés de monter de fausses boîtes et de faire des montages fiscaux et des bêtises. Et que ça, ils perdent du temps, ils ne tombent pas la nuit, ils se mettent la pression, ils se gâchent la vie, ils vont prendre de la drogue, ils vont jouer, ils vont faire tous les vices. Parce qu'ils sont sous pression, ils ont peur, ils vivent dans la peur. C'est quoi ça? C'est quoi cette bêtise? Ma génération, on est tous passé notre bac, on a fait des études, tous mes amis sont dentistes, avocats, médecins. J'en vois plus. Et je vois que des jeunes, papas aujourd'hui d'une 30aine d'années, qui ont que des gros mots dans leur bouche, que des vannes, et qui s'envoient des clips et des vidéos sur WhatsApp, là ils se tornent. On est le Ham Israël. Alors aujourd'hui la Ségoula de la Parnassa, ok, commencez à vous arranger. Tous. Tout le clan d'Israël. Parce que vous savez même pas aujourd'hui les rabbinim de Natania, les dayanim de Natania, tous les dossiers qu'on a chez nous, et comment on est en train de retenir et de faire en sorte que les choses s'arrangent pour vous. Mais bougez-vous, faites passer le message. C'est pas possible d'autant de bêtises. C'est incroyable. Et autant, parce que ça vient de quoi? 1, la fainéantise. 2, le manque de connaissances. D'accord? 3, le manque de renseignements. On ne cherche pas à se renseigner. Et on fait du grand n'importe quoi. Et on pense que c'est la facilité. Alors qu'on se rend dans des galères comme c'est pas possible. Donc, moi je sais, Baruch Hashem, ici je viens, c'est une société
Dieu bénisse pour vous, c'est clean, c'est cachère la méadrine. Sinon, je ne viendrai pas donner un cours. Il y en a d'autres, je vais donner des cours à droite, à gauche, ça m'arrive. Je sais, je parle, je discute, j'essaye. Je ne fais pas partie de ces rabbinim qui autorisent les choses. Je fais partie de ces rabbinim qui non seulement disent c'est interdit, et qu'il faut changer. Et qui est prêt à mettre en place les moyens pour aider les gens à changer les choses. Pour vous aider tous à faire teshuva, vous avez entendu? Voilà, comme il faut. C'est important. Jusqu'où on va arriver comme ça? Combien d'histoires on entend? On va où? Hein? Le Ham Ségoula, le peuple élu, etc. On va où? Faut que nous, on commence à se remettre sérieusement en question. Pour qu'on entende moins d'histoires, moins de problèmes, moins de tsarotes, moins de maladies, moins d'épreuves. J'ai des messages des femmes enceintes qui ont des cancers, qui me demandent des brachot. Je suis enceinte, j'ai un cancer, faites-moi une bracha pour que j'arrive à la fin de ma grossesse. Des jeunes papas, j'ai un gosse, je le connais depuis qu'il a 3 ans. Je dis un gosse, il a une trentaine d'années. Je le connais depuis qu'il est bébé. J'ai grandi avec ses frères. Il a un cancer aujourd'hui. Le seul traitement possible, c'est à Saint-Louis et ça coûte 600 000 $. Nous, on est en train de se plaindre de nos problèmes. On a des gens qui sont en train de lutter pour rester en vie parce qu'ils ont des problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il faut que les gens autour de ce garçon, que les gens dans ce monde, et les gens autour de ceux qui ont des épreuves, se réveillent. On dit que quand quelqu'un a une épreuve, la première personne qui doit se remettre en question, c'est celle qui a l'épreuve. Mais tous les proches de cette personne doivent se remettre en question. Tous les amis, le monde entier autour d'eux doivent se remettre en question. Pourquoi lui, il a cette épreuve? Pourquoi elle a cette épreuve? Pourquoi une épreuve aussi terrible? Tu entends une femme enceinte qui a un cancer alors qu'elle a un bébé dans le ventre? Vous comprenez ou pas ce que j'essaie de vous dire? Et c'est des histoires vraies, des messages tous les jours, comme ça je reçois tous les jours, de gens que je ne connais pas, malheureusement. Et qui ont des épreuves comme c'est pas possible. Où on va aller? Alors je suis pas en train de craquer, tout va très bien. Mais à un moment donné, il faut dire les choses. Parce qu'à force d'avoir les non-dits, et à force d'avoir des rabbins qui ne disent rien, parce qu'ils veulent leur maaser à la fin du mois, je suis désolé de le dire, tel que, mais c'est comme ça, qui vont dans des kilotes où ils savent que les gens là-bas, c'est que du sale, et ils vont y aller pour avoir l'argent. Quand on a ça, ils ont le sang des gens sur leur tête. Et les générations à venir qui vont être abîmées sur leur tête. Un enfant qui vient et qui étudie à la yeshiva. Tu es le rave, tu lui parles mal. S'il sort de la yeshiva, c'est à cause de toi. Un enfant qui vient à l'école pour passer son bac. Tu es le prof, il sort de l'école, il rate sa vie. C'est toi le prof, tu as le sang de cet enfant et de sa descendance sur ta tête. Un rave qui est à la tête d'une communauté, il a des gens qui se comportent mal et qui volent. Il a le sang de ces gens, leurs problèmes de shlom bayit, leurs problèmes d'argent, leurs problèmes de santé, sur sa tête à lui. Après, on entend des épreuves chez les rabbinim. On a des rabbinim, leurs enfants divorcent, on ne sait pas pourquoi. On a des rabbinim, ils ont des problèmes de santé, on ne sait pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Et beaucoup de dayanim savent pourquoi. Parce qu'on a les dossiers, on est au courant. Et je ne suis pas en train d'accuser, chas v'shalom. Il faut se réveiller. Arrive un moment donné, il faut se réveiller. Parce que vous ne voyez pas, vous n'êtes pas rabbinim. Avec les années, les épreuves que je vois chez les gens sont de pire en pire. De pire en pire. Vous ne pouvez même pas imaginer. Des choses jamais on n'aurait pensé, jamais on n'aurait imaginé. Un père de famille, il va à la plage, il se blesse, il perd sa jambe. Comment c'est possible? Les médecins n'ont rien pu faire pour sa jambe. Il a chopé je ne sais pas quoi. Je vous fais la liste. Parce qu'on me voit tout le temps en train de blaguer, les sourires, etc. Mais il faut voir ce qui se passe dans cette génération. Arrive un moment donné, il faut se remettre en question. Et quand on voit que ça arrive tout le temps, dans la même ville, dans le même endroit, au même instant, si aujourd'hui mon bureau il est à Natania, c'est pas pour rien. Hein. Si je suis à Natania, c'est pas pour rien. À ce point-là? Ah ouais, à ce point-là. Moi je suis là, je suis un réparateur. Hein. Je suis directeur du service SAV. Hein. Avec le Rav Ben Chetrit, on dit, hein, nous c'est service après-vente. Rav Ben Chetrit avec moi, Baruch Hashem. Service après-vente les enfants. Il faut réparer. Il faut arrêter là. Oui? Il y a une garantie, d'accord, mais toi tu as mal utilisé le manuel. Tu as mal utilisé le produit. Dieu il t'a donné un monde magnifique. Il t'a donné une bonne santé. Il t'a donné une femme. Il t'a donné des enfants. Il t'a donné un mari. Il t'a donné des enfants. Il y a des gens qui viennent me voir au bout de 14 ans, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils font des traitements.
Toi, tu as des enfants, tu viens me voir. J'arrive pas avec mes enfants, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il a, madame? Dieu bénisse, il est sportif, il est en bonne santé, il va dans tous les sens, il me fatigue. À l'école, il travaille bien, mais alors à la maison, il n'écoute pas. Madame, alors, il travaille bien à l'école, il est sportif, mais le problème, c'est qu'il n'écoute pas. Bon, très bien. Qu'est-ce que je vais lui dire à elle quand... Je veux pas faire de comparatif, mais il y en a d'autres qui ont d'autres problèmes avec leurs enfants, d'autres qui n'ont pas d'enfants. On dit que l'œil de l'homme est insatiable. Aïn Adam enam esapeket. On n'est jamais content de ce qu'on a. Jamais. On voit toujours l'herbe plus verte chez le voisin. Maintenant, le voisin, avec son herbe plus verte, des fois, il est plus en galère que nous. On se rend même pas compte. T'en vois un, il est dans la rue. Il roule en Mustang. Il y en a des Mustangs à Natania. Hein. Mais il y en a des crédits à la banque qui n'arrivent pas à être payés pour les Mustangs. Hein. Donc là, tu le vois, tu dis, oh, il est en Mustang, lui. Non, mais lui, sa Mustang, dans 2 mois, il n'a plus. Hein. Ils vont lui saisir. Il n'arrive pas à payer son crédit. Toi, t'es bien avec ton vélo électrique ou avec ta paire de chaussures à prendre ton chiroute. T'es bien. T'as pas de dette à la banque. Zichrono Livracha, j'avais un ami à Sarcelles, Franck Yadan. Zecher Tzadik Vikadosh Livracha, je peux le dire pour Franck. Et quand on était plus jeunes les deux, on avait une discussion. Il avait le restaurant à Paris, je sais plus où, porte de truc, avec Avner Tayeb aussi, un copain, voilà, Avner. Simon, voilà. Les Tayeb de Sarcelles, voilà, ils se reconnaîtront. Et tout simplement, ouais, bon, un peu comme Michel Drucker, désolé. Alors, ouais, c'est le côté fâche de Michel Drucker, que tu veuilles ou non. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que lui, il m'a dit une chose très juste. Il m'a dit, tu sais, des fois, tu vois des types, ils sont en Mercedes, ils ont monté des business. Toi, tu n'as aucune dette. Tu es plus riche qu'eux. Parce que eux, ils ont pris des dettes. Ils ne savent pas comment ils vont payer. Ils se rendent dans un système. On voit aujourd'hui des gens, ils louent des appartements, ils ne savent pas comment ils vont payer le loyer. Tu as besoin de l'appartement avec la piscine en bas, que tu vas y aller une fois par an, ou 3 fois, ou en été, ta piscine, avec le marron kosher, avec la selle de muscu, etc. Que l'appartement, tu vas payer 10 000 shekels le loyer, que tu as besoin de rentrer dans des trucs comme ça quand tu ne sais pas comment tu vas payer. Tu as besoin ou tu n'as pas besoin? Il faut savoir être raisonnable. Et Zéo Hachir, c'est qui le véritable riche? À sa mère Bechelko, celui qui est content de son sort. Quand tu es content de ton sort, tu prends avec tes moyens, tu te payes un appartement que tu peux te payer. Tu fais attention à tes moyens, tu deviens paradin, mais pour pouvoir mettre de l'argent de côté tous les mois, pour pouvoir t'acheter une maison. Ça, c'est quand tu es content de ton sort. De faire un travail, un métier qui te permet d'avoir de l'argent de côté, qui te permet de déclarer de l'argent pour pouvoir acheter une maison. Là, tu es content de ton sort et tu as le nachat, la tranquillité d'esprit. La plus grande richesse d'un homme, c'est le nachat yehudit. C'est la tranquillité d'esprit juive. Ça veut dire quoi? D'avoir ses enfants sur le chemin de la Torah qui ont une moralité. Oui, c'est magnifique. D'accord? Et d'avoir la tranquillité d'esprit. Tu sais que t'as pas de... Tu sais qu'à la fin du mois, bon, l'argent il rentre là, il sort là, tu as réussi à mettre un peu d'argent de côté, peut-être 100 shekels, tu as mis de côté, peut-être 500, peut-être 5000, peut-être 100 000. D'accord? C'est pas grave. Tu as réussi à mettre de l'argent de côté, Baruch Hashem, tu es bien avec ta femme, tes enfants, tu es en bonne santé, elle est en bonne santé, ta femme, tes enfants sont en bonne santé. Je t'abarre chez Molad, je t'abarre chez moi. Ouais? J'aime beaucoup cette chanson. D'accord? Baruch Atan B'cholam Shakon Yedro. Amen. Tout ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? D'accord? C'est tout simplement de prendre le temps de remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'on a. On veut toujours plus. Un jour comme aujourd'hui avec la Ségoula de la Parnassa, on va être tenté de demander plus que ce qu'on a. Et c'est le type de prière où on va se dire, j'ai pas assez, je veux plus. Oh, peut-être que tu as déjà assez, peut-être que ce que tu as déjà dit merci tous les jours. Modéani, quand tu le dis, pense-le réellement. D'accord? Oui? Et l'autre chose qu'il y a, quand tu remercies la Kadosh Baruch Hu chaque jour, pour la vie qu'il te donne, d'accord? Et commence à être content de ton sort. Parce qu'à partir du moment où tu vis, tu respires, tu peux avancer. C'est aussi simple que ça, il faut se fixer des buts et être régulier dans ce qu'on fait. Si tu es régulier dans ce que tu fais et sérieux, quel que soit le choix que tu feras, tu réussiras.
c'est pas compliqué. C'est à force de travail et d'effort qu'on finit par réussir. Parce que la vie facile et la facilité, il y a toujours un bins à la fin. Il y a toujours une galère. C'est aussi simple que ça. Je ne veux pas faire de comparaison, mais on va oser pour mieux vous expliquer. On va dire que tu veux faire du sport. Oui. On va dire que dans ta vie, tu n'as jamais réussi à faire une traction. Il y a plein de gens qui ne sont pas capables de faire des tractions. C'est compliqué les tractions, hein. D'accord? Tu n'es pas capable d'une traction comme ça. Tu dis, voilà, aujourd'hui, il y a la mode là, de tous ceux qui font des tractions. Ils ont des boules partout. C'est des Grecs, les mecs. Ok? Bref. C'est pour le culte du muscle. Chazé Shalom, c'est pas ça. Nous, c'est pour la bonne santé, le sport. Pas autre chose, comme le dit le Rambam. Mais tu n'as jamais réussi à faire une traction. Mais tu sais quoi? Il y a ce qui s'appelle faire une traction négative. Au lieu de commencer du bas pour aller vers le haut, parce qu'on veut tous s'élever, va en haut avec une chaise et lâche-toi sur la barre. Doucement. Premier jour, tu vas te lâcher, tu vas sentir que ça va tomber comme ça. Deuxième jour, tu fais qu'une seule traction, hein, pas besoin de plusieurs. Hein. Mais tu fais à chaque fois, allez, 5 séries, parce que je suis tunisien. Une fois. Une traction négative, tu fais 5 fois. Tu fais une fois, tu attends 15 secondes et tu recommences. Tu vas voir tes muscles. Tu crois que c'est facile, tes muscles ils vont te tirer. Tu fais une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'une semaine, tu vas réussir à te tenir de mieux en mieux. D'accord? Au bout d'un mois, tu vas descendre sans aucun problème. Au bout de ce mois, tu l'as terminé. Essaye de mettre en une traction 5 fois tous les jours. D'accord? 15 secondes de pause entre chaque traction. Maintenant, au lieu de descendre, essaye de monter. Le mois d'après, pas une traction, 2 tractions 5 fois. Jusqu'à que tu arrives à des séries de 10 tractions, pas plus, parce qu'on se tue les tendons. Il ne faut jamais faire plus de 10. Entre 8 et 10, maximum. Il ne faut pas forcer plus que ça sert à rien. On s'abîme. Ok? Qu'est-ce qu'on voit, tout simplement? À la fin, à force de travail, un beau jour, tu n'as même pas compris comment tu as réussi, tu fais des tractions avec une main. Vous croyez que c'est pas vrai? Je m'occupe de 3000 gosses. Tous, ils se préparent à un moment donné à l'armée. Ils ont tous besoin de se mettre en forme physiquement. Que Dieu les garde jusqu'en bonne santé. Vous savez le nombre d'enfants que j'envoie à l'armée? Le nombre d'enfants que j'ai à l'armée, c'est mes enfants. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, Baruch Hashem, qu'arrive un moment donné où ils ont besoin. Ils ont 11 ans, 12 ans. On leur dit, bon, tu veux faire un peu de sport? La traction, les pompes. D'accord? Surtout ceux qui aiment le couscous et les boulettes. Hein? Le couscous sur les côtés, les boulettes devant, tu vois ce que je veux dire au niveau du ventre. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que ces gosses-là, quand on leur fait faire ça, ils voient après. Quand ils arrivent, à l'âge de 12 ans, 13 ans, et tous les jours, un petit peu, ils prennent une petite demi-heure, une petite heure, tous les jours, pour faire du sport. Quand ils arrivent au moment de l'armée, ils sont en forme physique. Mais c'est un travail de chaque jour. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent soit tout de suite j'arrive à faire des tractions, soit j'arrive pas à faire des tractions. Alors, regardez la génération qu'on est. Il y a des opérations de chirurgie plastique pour se faire installer des muscles. Hein. On a réglé ton problème, hein. Ok? T'as même pas besoin d'être Monsieur Univers comme Arnold Schwarzenegger. Tu te fais opérer. Tu veux des mollets? Tu veux des... Alors, attends, même c'est mieux maintenant, hein. Il y a des applications. Sur ta photo, tu peux te faire des Photoshop. Tu peux te faire les plaquettes. C'est extraordinaire. Oui? Les raccourcis. On est dans une génération où on veut tout de suite. On n'a aucune patience. Alors qu'en réalité, ce monde ne s'est pas bâti en un jour. Le Ham Israël, il ne s'est pas bâti en un jour. L'État d'Israël d'aujourd'hui ne s'est pas bâti en un jour. C'est 3366 ans d'existence et d'histoire. Le Ham Israël. Depuis le Matan Torah. Et avant le Matan Torah, on a depuis Adam Arishon. Oui? On est d'accord? Ça fait pas mal d'années, les enfants. Près de 6000 ans, les enfants. Hein. Bientôt la Géoula. Donc, qu'est-ce que j'essaye de vous dire? C'est-à-dire, le monde, il ne s'est pas bâti en un jour. Ta vie, prends le temps de la construire. Ne cherche pas les raccourcis. Remercie Akadosh Baruch Hu pour ce que tu as déjà. Fais la sigoula, fais la prière aujourd'hui. Pour ta parnassa, si tu ne l'as pas encore fait. D'accord? Magnifique. C'est une chose à faire. C'est important de le faire. Mais remets-toi en question. Et prends le temps de te construire. Tu ne peux pas, un jour, tu es disque jockey, le lendemain, je ne sais pas ce que tu es, tous les 6 mois, tu changes de métier.
À un moment donné, tu te poses, tu choisis ce que tu veux, tu te lances à fond et tu y arrives. J'ai beaucoup de gens qui m'ont connu plus jeune. J'ai commencé à étudier tard. J'ai eu le droit au départ de me faire critiquer dans le milieu rabbinique parce que j'ai commencé à étudier. Je suis rentré à Kisser Rachamim, j'avais 26 ans. J'ai toujours été plus ou moins religieux, mais religieux cool. Je suis rentré à la yeshiva, à Kisser Rachamim à 26 ans, pour rentrer au collège. J'ai vu qu'au collège, ils avaient un niveau, Dieu bénisse pour eux, que moi je n'avais pas. Même si j'avais étudié à l'école juive en France, on a un niveau dans les écoles juives en France qui est moindre par rapport au niveau d'enfants qui ont été au Talmud Torah, à la Yeshiva Ktana, à la Yeshiva Gdola, depuis toujours, et qui sont israéliens, qui parlent en hébreu. D'accord? Ils t'ouvrent une Gemara, c'est un journal pour eux. Comme toi, tu vas lire le journal, eux, ils lisent la Gemara, ils la comprennent. Alors que toi, quand tu lis la Gemara, tu dois lutter pour essayer de la comprendre. Qu'est-ce que je essaye de vous dire? Quand j'ai vu ça, j'ai dit à 26 ans, je vais aller à la Yeshiva Ktana. C'est pas vrai. Toute la Yeshiva de Kisser Rachamim m'ont appelé Rabbi Akiva. Ils m'ont mis une chevrouta, il était bar mitzvah. Aujourd'hui, les gosses qui étaient avec moi j'avais 26 ans, ils avaient 13 ans, ce sont des avrechim dans mes kolélim. Et je suis leur rave. J'étais leur copain, on était dans classe ensemble. Et j'ai dit, bon, très bien, il faut quoi pour être rabbin? Le Rav Tzemach Mazou, directeur de la Yeshiva, il dit, c'est quoi ce Maboul? Il est fou. Quoi, tu veux devenir rabbin? T'as 26 ans, où tu deviens rabbin? Nous, c'est le top du top ici, c'est l'élite qui vient ici. C'est des gosses toute leur vie, ils ont étudié pour se préparer à devenir rabbin. Toi, tu crois que tu vas devenir rabbin? Ah, tu vas être religieux, tu as des cours de Torah, tu vas parler de la paracha de la semaine. Rabbin, des diplômes. Calme-toi, pour tes enfants. Il me l'a dit comme ça, le Rav Tzemach. J'ai dit, non, moi, je lâche pas l'affaire. Je vais passer mes diplômes. J'ai passé mes diplômes. Je suis tombé malade. J'ai eu la sale maladie. Au départ, les médecins ont pensé la maladie de Crohn. Je suis parti en France. Ils n'ont pas trouvé. Ils m'ont dit c'est rien. Après, ils se sont rendus compte qu'il y avait réellement. J'ai passé un traitement. J'ai galéré. Mais j'avais déjà mes premiers diplômes de rabbin. Et Dieu m'a envoyé les épreuves. Et je me suis dit, ces épreuves-là, c'est parce que tout ce que j'ai fait dans le passé, si je veux devenir un bon rav, Akadosh Baruch Hu, maintenant, il est en train de me nettoyer. C'est ce qu'on appelle Zikur Haneshama. C'est comme ça que je l'ai pris. J'ai pas lâché l'affaire. J'ai guéri. C'est un. Ça fait 10 ans que j'ai guéri. C'est 2. Les médecins m'ont dit t'es nickel, je suis en bonne santé aujourd'hui. Je tape chez mon lad. Ça, faut dire merci au bon Dieu. D'accord? Et j'ai passé mes diplômes. J'ai passé mon diplôme de Dayan. J'ai passé le diplôme de Dayan. J'ai passé le diplôme de Mégacher en Israël. J'ai passé des diplômes de psychologue et de Yoetz Nisuim en Israël. Combien de diplômes j'ai passé? J'ai rien lâché. Vous voulez savoir, une journée chez moi, comment elle a commencé ma journée hier? Elle a commencé à 4h du matin, elle s'est terminée à 2h du matin. Elle a commencé ce matin à 6h du matin. J'ai dormi 4 heures. Et c'est pas des journées. J'ai travaillé du matin jusqu'au soir. Je suis rentré à la maison, il était 2h du matin. Tu veux passer des diplômes, tu veux étudier, tu veux aider, tu veux bosser, tu veux monter des business, tu veux vivre dans la légalité, avoir la bracha, il y a des efforts à faire. Tu le fais, tu peux entretenir 3000 enfants en Israël. Pas un, pas deux, 3000. Tu le fais, tu peux ouvrir des kolélim et aider 320 pères de famille à se former en tant que rabbin en Israël. Et c'est pas pour me mettre en avant. Chas v'shalom. Comprenez bien. C'est simplement pour vous dire, vous travaillez, vous pouvez tout faire. Le monde, vous pouvez le manger. J'ai mon cousin, Jérémy Bérébi, que Dieu le garde dans bonne santé aujourd'hui, il donne des cours. Je l'ai embêté, oui, on est cousins, Baruch Hashem. Je l'ai embêté pendant des années. Je lui ai dit, fais des cours. C'est important. Il m'a dit, moi, qui je suis. Aujourd'hui, il commence à donner des cours. Je suis très, très fier de lui. Baruch Hashem, très, très fier. Il fait un travail extraordinaire. Il a ouvert un institut à Tel Aviv pour former des graphistes qui étudient la Torah, former des informaticiens, programmation. Il fait plein de trucs. Il forme dans la high-tech. Baruch Hashem. Et c'est un garçon qui a eu des réussites et il a tout vécu. Il en parle, clairement. Baruch Hashem. Mais Jérémy, c'est la même chose. 4h du matin, sa journée, elle commence. Il n'y a pas de secret. Oh. Ma grand-mère, elle me disait, quand j'étais petit, le monde appartient à ceux qui se lèvent. Très tôt. Quand on allait en vacances, elle me disait, mon fils, sois gentil. Je me souviens, on allait en vacances. Une année, on est parti à Palavas-les-Flots avec mes cousins. Ah, moi aussi. Ah oui, mais attends. Je sais pas. Alors bien, je sais pas moi, j'étais petit. Ma grand-mère, elle nous réveillait le matin, elle me dit, tu te lèves, tu vas à la mer, tu vas pêcher, c'est l'heure des poissons. Mais il est 4h du matin, tu vas me chercher les poissons s'il te plaît.
Je mangeais du mulet aujourd'hui. On allait, elle nous préparait, je vous jure que c'est vrai. Elle mettait du fromage, du pain et de la bourra. Avec un peu de damroute. Elle faisait un mélange comme ça qu'elle laissait macérer. Ça donnait un truc leisterna avec du gruyère. On mettait ce truc-là. On allait pour pêcher les poissons. Avec mes cousins, on faisait comme lui de finesse dans son film, là. Je sais plus comment ça s'appelle. On tapait 3 fois du pied. On sortait les poissons de l'eau. Cet été à Palavas-les-Flots, on était devenu l'attraction de Palavas-les-Flots. Les gens venaient se lever, tous les pêcheurs étaient autour de moi et de mes cousins. Ils nous regardaient attraper les poissons. Et on rentrait tous les jours avec les poissons. Ils me disaient, bon, j'ai les poissons, ceux-là, on les mange. Maintenant, tu veux de l'argent de poche? Tu veux la glace? Tu veux le manège? Tu veux le ski nautique? Tu veux quoi, mon fils? Les poissons qui restent, tu fais porte-à-porte un peu, une petite heure, et tu vas vendre. Et je faisais porte-à-porte avec mes cousins et on vendait les poissons aux gens. On s'est fait une clientèle. Il y avait des gens qui disaient tous les jours, on nous ramenait des poissons. On s'est payé. Mais ma grand-mère, c'est une femme après-guerre qui s'est retrouvée orpheline de père. À l'âge de 5 ans, elle a commencé à bosser. À la maison, elle s'est déformée les pouces pour faire les feuilles de briques à l'époque, les feuilles de briques. Il n'y avait pas industriel à Belleville, etc. Elle faisait elle-même les feuilles de briques. Sur la plaque chaude, elle s'est déformée les pouces pour faire les feuilles de briques pour nourrir sa famille. Mon grand-père, il travaillait. Il était caissier dans une banque, à la Marseillaise à l'époque. D'accord? C'est des gens qui travaillaient dur, qui se levaient tôt pour travailler dur. Ils nous ont enseigné ça dès qu'on était tout petits, cette éducation-là. Elle nous est restée. Je vois mes plus jeunes cousins qui n'ont pas connu mes grands-parents comme moi. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est pas un peu contradictoire? Parce que tu dis De quoi? tout ça. En fin de compte, tu dormais pas. Tu fais pas du mal à ton corps? De quoi? Tu dors très peu, tu dormais 2 heures. On reprend. On reprend. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Alpi halacha, la halacha te dit qu'il faut dormir au moins au minimum 6-7 heures par soir. Selon le Rambam, 8 heures par nuit. C'est très important de dormir comme il faut. Par contre, le Ben Ishraï rapporte que pour les rabbanim, qui sont en train de faire des misvot, d'accord, on vit au-delà de la nature. Quand les gens demandent à ma femme, la rabbinite, combien d'heures le Rav dort par nuit, parce qu'il y a des gens qui m'appellent à 1h du matin, je leur réponds, tellement ils sont bêtes-sarot, qui m'écrivent des messages à 1h du matin, quand ça ne va vraiment pas, je leur réponds. Il y a des gens qui demandent, votre mari, il dort de temps en temps? Combien d'heures il dort par nuit? Ma femme me dit, mon mari, il dort 8 heures par semaine. Et essentiellement le Shabbat. C'est une blague, entre guillemets. Tout simplement, je sais prendre le temps. Voilà, j'ai fait 2 nuits, pas bien là, 2 nuits de suite. Aujourd'hui, voilà, je fais le cours, j'ai un rendez-vous à 4h avec un couple, je termine à 6h, 7h, 7h30, je suis chez moi à la maison. D'accord? Après Arvit, dodo. Donc 8h, 8h30 ce soir, je fais dodo. Demain, je vais me lever 7h, 7h30. D'accord? Je sais équilibrer les choses. D'accord? Ça peut arriver, il faut savoir équilibrer. C'est pas des choses à faire, c'est pas un bon exemple. Non, pour ça je te pose la question. Mais quand, malheureusement, des fois, moi, j'ai des dossiers qui traînent, j'ai des milliers de dossiers sur mon bureau. Quand je dis des milliers, c'est pas un Tunisien qui exagère. C'est une catastrophe. D'accord? Et j'ai des gens, et dans ces dossiers-là, de temps en temps, j'ai un père de famille qui m'a appelé, qui m'a dit, ma fille a un cancer, on habite en Israël, je suis divorcé de ma femme, on veut prendre ma fille pour la faire se soigner en France, on veut savoir comment on se met d'accord sur les conditions de divorce. Lui, il arrive d'un seul coup. Je vais dire, t'attends 1 mois, 2 mois, et tout de suite, il faut soigner sa fille. Tout de suite, il faut les mettre d'accord sur les conditions. Comment ça va se passer, quand la petite va être en France, etc. Comment lui, il va la voir, qui doit donner quoi, qui va payer quoi. Il faut les mettre d'accord avant qu'il y ait le moindre souci. Et qu'ils se mettent bien d'accord. Ils viennent me voir moi en tant que rave. Vous comprenez ou pas? Je peux leur dire, attendez, ils passent en priorité. Donc j'ai d'autres dossiers qui attendent, ils passent en priorité. Et j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, qui ne sont pas contents. Ils disent, Ravichai, pourquoi on attend? Parce que j'ai des dossiers prioritaires. Quand moi, j'ai des gens qui viennent et qui ont des différences sur des biens, sur de l'argent, et d'un seul coup, ils ne comprennent pas pourquoi je ne m'occupe pas tout de suite de leur dossier, parce que j'ai un père de famille qui est entre la vie et la mort, que si on ne lui trouve pas l'argent pour se faire soigner, il risque de mourir. D'accord? Ou des gens qui ont des malheurs, comme c'est pas possible, il y a un ordre de priorité qu'il faut savoir gérer, c'est compliqué. Vous comprenez ou pas? Alors des fois, pour pouvoir gérer cet ordre de priorité dans l'urgence, ben les rabbanim on dort moins. C'est ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, d'être prêt à donner ta vie pour le clan Israël. Moi, je suis prêt à donner ma vie pour le clan Israël. Est-ce que toi, tu es prêt à donner ta vie pour le clan Israël? C'est ça la question. Oui. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc ça veut dire quoi? Donner sa vie, c'est pas donner ta vie de sacrifier, c'est pas sauter sur une grenade, chas v'shalom. Donner ta vie, c'est mettre ta vie de côté de temps en temps
pour t'occuper de la vie des autres. Parce que tu sais que quand tu t'occupes des autres, Akadosh Baruch Hu, tu lui fais du nachat ruach. Akadosh Baruch Hu, tous les soirs, c'est marqué dans le Zohar, il pleure sur chacun de ses enfants, chacune de ses créatures qui n'est pas sur son chemin. Si une des créatures de Dieu croise ton chemin et te demande de l'aide, si tu peux l'aider, pourquoi lui refuser ton aide? J'ai des gens aujourd'hui qui me demandent de l'aide que je ne peux pas donner, parce qu'ils ont besoin d'aide juridique ou d'aide un peu plus compétente. Je les envoie ailleurs. D'accord? Mais tout ce que je suis en train de dire, si toi tu peux aider, bah, trouve le temps, prends le temps de pouvoir aider. Et tu as des gens qui sont dans l'urgence, que si toi tu sais que tu les aides pas, il n'y aura personne pour eux. Tu fais quoi? Eh ben, donc de temps en temps, bah, je peux dormir 2 heures ou 3 heures, ou des fois 1 heure, ou des fois sauter une nuit. C'est rare, je le fais plus ça. Je le faisais quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui ça marche plus. Je commence à sentir le truc. La machine est fatiguée. Un petit peu. Alors maintenant, un petit peu. Voilà. Pas de Toshiba, hein. D'accord? C'est va dormir. Alors maintenant, la marque. C'est va dormir. D'accord. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? Bezrat Hashem. Il faut prendre le temps. Je sais qu'à chaque fois quand je donne un cours, ça va dans tous les sens. On a l'impression que je tape sur les uns ou que je tape sur les autres. Pas du tout, Chazé Shalom. J'aime tout le monde. Je veux le bien pour tous. Pour l'ensemble de l'humanité, je veux la Géoula. Je veux Mashiach. Peut-être que je veux vraiment Mashiach. C'est cloct. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Cloct, du lachon anglais. D'accord? Ça veut dire la montre. Cloct, c'est bon. C'est bon. T'as compris ou pas? Ou de cloquer. Parce que tant que Mashiach il n'est pas là, nous on est cloqués. Hein. Voilà. Donc, Bezrat Hashem. Donc, tout ce que je suis en train de dire, qu'on est Bezrat Hashem la Géoula. Voilà. Que chacun se remette en question. Aujourd'hui, voilà, la Ségoula, de la Parnassa, tout. Mais on est dans la période des Shovavim, de Shemot jusqu'à Mishpatim. On doit se remettre en question sur toutes nos fautes, surtout nous les hommes, parce qu'on en fait des bêtises, nous les hommes. D'accord? Bezrat Hashem, qu'on fasse teshuva et qu'on arrive à avoir la Géoula. Amen, Kenny Ratson. Voilà, en attendant de bonnes nouvelles, on vous aime. Voilà, on les aime ou pas? Bien sûr. Oui, alors regardez, ils vous aiment. Voilà, on vous aime. On les aime ou pas? On les aime. Ah, Baruch Hashem, regarde, tu les aimes ou pas? Oui. Voilà, on vous aime. Baruch Hashem. Et on aime surtout Akadosh Baruch Hu. Alors une petite chanson pour la fin. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Ohavim Otam. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Ohavim Otam. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Yeladim Shelcha. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Ohavim Otcha. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Ohavim Otcha. Allez. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Ohavim Otcha. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Yeladim Shelcha. Akadosh Baruch Hu.